Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Des TikTok au tic-tac, c'est la douce musique de Jean-Baptiste Viaud. L'horloger qui connaît les secrets du temps nous confiera les siens. L'héritier de l'entreprise familiale qui met l'eau à la bouche de tout Paris, c'est Michel Rostand. Le chef nous reçoit aujourd'hui. Accordez vos instruments, vernissez vos souliers, ça va swinguer. La capitale s'affiche sous le signe du jazz pour le repérage du jour. Prune pique, prune cou et prune assemble de jolies jupes qui vous donneront envie de faire prendre l'air à vos gambettes. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est point de vue. La belle idée du jour, c'est Fabula Box. Ici, les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination avec des boîtes à monter et à empiler pour donner vie à des villes à l'architecture bien réelle ou complètement farfelue. Derrière ces designs pop ou poétiques se cache du 100% Made in France qui s'engage aussi pour l'environnement. Ces boîtes, ça nous botte. Aux portes de Paris se trouve la ferme de Saint-Denis. Ici, les cultures maraîchères côtoient les infrastructures de la ville. L'association Parti Poétique s'est alliée aux fermes de Galie pour remplir ces 4 hectares de terrain et donner naissance à cette ferme urbaine à ciel ouvert. Ici, c'est nature, culture, nourriture et ça assure. Pour Lolo, la trentaine approche à grands pas et c'est à la veille de son anniversaire que cette hypocondriaque maladive est hospitalisée. Petit problème, les médecins sont unanimes, c'est dans sa tête. C'est alors l'heure pour elle de faire le point sur sa vie, sa famille, ses addictions et comprendre à quel point elle est soutenable, cette légèreté de l'être. La smoothcyclette, oui, vous avez bien entendu, c'est la drôle de fusion entre un vélo et un mixeur à smoothie. Conçu dans le Pays Basque, cet étrange engin transforme vos fruits frais en délicieux nectar, et ça grâce à vos coups de pédale. Plus d'excuses pour ne pas faire de sport et encore moins pour ne pas manger 5 fruits et légumes par jour. Entre orfèvrerie et mécanique, le monde de Jean-Baptiste Viaud aussi, et c'est avec délicatesse que l'horloger nous fait entrer dans son monde. Ici, le temps ne se suspend pas. Il s'écoute, il s'observe, il se fabrique même. Le maître des lieux, c'est Jean-Baptiste Viaud. Horloger depuis 1983, il a travaillé dans de nombreux ateliers de production avant d'être l'artisan de son propre temps. C'est ici que naissent les secondes pour devenir des minutes, puis des heures. Mais avant que le temps s'écoule, Jean-Baptiste commence par faire des schémas. La fabrication de montre, il faut aussi la dessiner. C'est pas simplement parce que j'ai pas de modèle de base, quoi. Alors on dessine un cadran, c'est le plus important. Comme ça, on sait où est la roue principale, qui est la roue qui fait un tour par heure, c'est important dans une montre, et la roue qui fait un tour en 1 minute s'il y en a une. Voyez. Donc, et après, autour de ces 2 points et du diamètre, parce que le client ne veut pas porter un réveil matin au poignet, bien qu'aujourd'hui ça soit la tendance. Il faut un diamètre imposé, et c'est un peu comme si on meublait une chambre de bonne avec les meubles d'un appartement 5 pièces. Donc c'est un peu compliqué de caser tout le monde dans un si petit diamètre et une si petite épaisseur. Il faut donc être minutieux et ne pas courir après le temps. Chaque montre est fabriquée à la main, respectant la tradition des maîtres horlogers d'antan. Pour cela, Jean-Baptiste doit créer ses propres pièces. C'est un peu fastidieux comme travail, mais nécessaire. Parce que sinon, les vis, on ne trouve jamais exactement ce qu'il faut, elles ne sont pas belles, voilà. Parce que les vis, souvent dans les montres modernes, ne sont pas belles, elles ne sont pas de qualité qui me convient, voilà. Alors, ne me demandez pas combien il y a de vis dans une montre, c'est la question piège. Je ne sais pas combien il y a de pièces dans ma montre, je m'en souviens jamais. Promis Jean-Baptiste, pas de questions pièges. Par contre, on aimerait bien parler de la restauration, car l'horloger soigne aussi le patrimoine du temps. Le château de Chantilly lui a confié l'horloge des petits appartements. C'est une pièce d'un grand horloger de l'époque, qui s'appelait Robin, qui a inventé beaucoup de choses en horlogerie, c'est-à-dire des nouveaux échappements, c'est-à-dire ce qui entretient le mouvement du pendule. Et donc c'est un objet en gros high-tech de l'époque, c'est-à-dire une horloge de précision.
Au niveau fabrication, c'est parfait, quasiment. On a du mal à atteindre ce niveau de perfection. Même le cadran, vous voyez, est un grand émailleur, c'est un cadran de coteau, et c'est ce qu'il y a eu de mieux. Aujourd'hui, on n'arrive plus à refaire des cadrans de cette qualité. Malheureusement, la fabrication de l'émail, aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui s'est totalement perdu pour le niveau de précision. Je parle de la finesse des traits est vraiment impressionnante. Et pour guérir l'usure du temps qui passe sur ces horloges, il faut connaître leur histoire. Alors, il y a un travail de documentation, c'est-à-dire que bon, quand on fait de la restauration, contrairement à la fabrication-création, on ne part pas de zéro, on part d'un objet qui existe. Et souvent, il y a des manques. Alors la documentation, c'est important. Bon, j'ai pas mal d'ouvrages anciens. C'est comme un peu un dentiste. Vous voyez, quand vous avez une racine qui est pourrie, bon, il va essayer de sauver la dent. Bon, s'il ne peut pas, il l'arrache, il la change. Bon, nous aussi, c'est pareil. On arbitre. On se dit, bon, cette pièce est vraiment pourrie, on est obligé de la changer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'horloges qui sont massacrées, parce qu'il y a des horlogers qui n'ont pas cette approche. Alors qu'ils modifient, qu'ils refont. Et aussi, il faut respecter l'esthétique. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire une roue avec des dentures modernes sur une horloge du XVIIIe siècle. Donc aussi, il faut connaître les techniques de fabrication de l'époque pour pas qu'il y ait une incohérence. Par exemple, sur les matériaux, on ne va pas faire des pièces en aluminium sur une pièce, voilà, c'est du laiton, de l'acier, mais il n'y a pas d'aluminium. Pour l'horloge des appartements de Chantilly, par exemple, Jean-Baptiste a dû recréer une pièce tout en respectant l'esprit de l'époque. Donc elle était bien dans sa poussière, elle était complètement bloquée, les huiles étaient sèches, donc il a fallu tout démonter. Il y avait des pièces qui avaient été bricolées, qui ont été cassées, qui étaient manquantes, qu'il a fallu refaire. Par exemple, cette petite poire là que vous voyez, ce contrepoids, c'est moi qui l'ai refait, dans le style de l'époque. Maître du passé, du présent et de l'avenir, Jean-Baptiste Viaud conjugue sa vie à tous les temps. Le chef Michel Rostand est aux manettes d'une organisation bien huilée. Cet amoureux du terroir et de la gastronomie est notre invité du jour. Parmi les grands noms de la gastronomie française, il y en a un qui traverse les âges, celui de la famille Rostand. Michel Rostand est la 5e génération de sa famille à être tombé dans la marmite quand il était petit. Il a grandi dans l'auberge familiale aux alentours de Grenoble et pour lui, il était impossible d'envisager une autre carrière que celle de chef. Donc on habitait en dessus du restaurant, de l'hôtel, donc on baigne, quand on est tout petit, on baigne là-dedans de toute façon, parce que y a les odeurs, il y a les bruits, il y a tout ça. Et quand le restaurant est fermé, on vit dedans aussi, donc c'est ça. Et le dimanche, quand je sortais, moi on n'allait pas à l'école bien sûr, mais qu'est-ce que je faisais? On donnait un coup de main aux pâtisseries, même quand on est gamin, même quand on a 8-10 ans. Voilà, on s'occupe, voilà. Donc pour moi, ça a toujours été ma façon de penser. J'ai jamais pensé à faire autre chose, quoi. C'est là mon ADN, hein, c'est d'avoir déjà senti les bonnes effluves de la cuisine, de la pâtisserie quand j'étais petit gamin, donc on a toujours suivi cette voie. Sans plus tarder, Michel se jette corps et âme dans le métier et après plusieurs années d'apprentissage, il quitte sa région natale et fait le pari d'ouvrir son restaurant gastronomique Michel Rostand en 1978 à Paris. Et vous allez voir que le sens de l'histoire a récompensé son audace. Moi, je voulais venir à Paris parce que j'avais travaillé à Paris pendant plusieurs années dans les grandes maisons parisiennes et j'aimais bien Paris. Donc, ouverture en 78, bien sûr. Et on récupère une étoile Michelin tout de suite en 79. Et en 80, mon père a eu ses 3 étoiles Michelin pendant que moi, j'ai eu les 2 étoiles Michelin. Donc, ça, c'était un grand souvenir, un grand moment. Ces 2 étoiles, Michel Rostand les conserve depuis maintenant 40 ans. Et ce travail de tous les jours est un travail à 4 mains. Depuis quelques années, le chef Nicolas Baumann a pris la relève. Ensemble, ils élaborent les menus d'aujourd'hui et de demain. Ça maintient l'esprit jeune et ça donne toujours envie de faire des créations, de voir des choses nouvelles, les menus. Il sait ce que j'aime, donc il me propose des choses et on les fait ensemble. Parce que depuis toutes ces années, Nicolas Baumann connaît bien les rouages de la maison Rostand. C'est une maison, c'est de la famille, voilà, ça va maintenant faire 14 ou 15 ans que je travaille avec eux, donc c'est comme la famille.
Chez les Rostand, on ne badine pas avec la famille. Marie-Claude, la femme de Michel, gère d'une main de maître l'Empire Rostand avec ses 2 filles, Caroline et Sophie, qui font perdurer l'histoire de la famille pour une 6e génération. En effet, cet empire, c'est un restaurant gastronomique et 6 bistrots, dont le Flaubert. Véritable collectionneur, Michel habite tous ses restaurants de pièces chinées. À la maison Rostand, on découvre de l'art déco, du contemporain avec des œuvres d'Armand et de Niki de Saint-Phal et de l'art nouveau. Et depuis peu, le chef peut se vanter d'avoir élaboré la carte de la plus belle pièce de collection qui soit, le restaurant Le Train Bleu, situé dans la gare de Lyon. Maintenant, on travaille ensemble, on étudie les menus ensemble, on parle ensemble de la réalisation. Parce qu'on n'arrive pas sur une page blanche, hein, et là on a une page qui est déjà noircie, donc il faut continuer à l'écrire. Et donc se faire adopter par les équipes. Le Train Bleu, c'est une équipe de 150 personnes quand même, entre la salle, la cuisine, les services. Donc il faut se faire adopter, parce qu'il y a comme ça qu'on peut travailler, on ne peut pas travailler en rentrant en force là-dedans. Ce nouveau challenge est loin d'être le dernier. Après s'être attaqué à la cuisine de gare, Michel Rostand s'attaque à la cuisine des avions. Là, c'est de la cuisine différée, comme on dit. Donc c'est cuit la veille et c'est mangé et réchauffé et mangé le lendemain. Donc avec plein d'aléatoires. Il y a un cahier des charges, mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Hein, voilà. Michel Rostand s'arrêtera peut-être un jour, mais certainement pas tout de suite. Et quoi qu'il en soit, le nom Rostand n'a pas de souci à se faire, car la relève est bel et bien assurée. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, dans la famille Rostand, le mot famille s'écrit avec un grand F. Aujourd'hui, vos filles, Caroline et Sophie, reprennent un peu les affaires. Oui. L'esprit de famille, c'est vraiment important. Elles sont la 6e génération de restaurateurs hôteliers, d'aubergistes. Ça a commencé par des aubergistes. Hein, donc, voilà. Oui. Voilà. Donc c'est une grande fierté pour moi. Le restaurant ici, rue Rinquin, le restaurant gastronomique, a ses 2 étoiles depuis 40 ans. 40 ans, on va fêter les 40 ans de 2 étoiles. Ouais. Donc, c'est une grande fierté, ça aussi. C'est une grande fierté aussi, oui, non-stop. Hein, on a eu les 2 étoiles pendant 40 ans en permanence. Alors quel regard vous portez justement sur vos débuts? Quand vous voyez des photos de vos plats d'il y a 40 ans, et aujourd'hui, comment ça a évolué? Les goûts étaient à peu près pareils, parce qu'on a toujours eu... nous, un petit côté classique dans la cuisine, avec des sauces quand même assez épurées, des jus, beaucoup de jus. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Mais par contre, la présentation des assiettes a beaucoup évolué. Voilà, ça, c'est très important. Maintenant, il faut vraiment qu'une assiette soit assez dépouillée, très, très bien présentée. Avant, on faisait moins attention à ça. Michel, d'ailleurs, le comportement du consommateur, vous l'avez dit tout à l'heure, il a vraiment changé. Autrefois aussi, on allait manger chez un tel, chez Bocuse ou ailleurs, pour goûter tel plat. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le consommateur, il veut être beaucoup plus surpris. Et déjà par les progrès faits dans les livraisons, dans le transport, tous les produits sont accessibles maintenant dans tous les coins de la France. Avant, on avait une cuisine qui était plus régionale, mais maintenant, on refait un peu marche arrière parce qu'on parle des produits locavores, donc il faut qu'ils soient pris sur place pour éviter le transport, pour éviter tout ça. Donc c'est vrai, c'est un éternel recommencement pour ça. Et d'ailleurs, vous, est-ce que vous avez un plat signature qui a un peu traversé ces 40 ans? Oui, on a plusieurs plats signatures. On a quenelle, c'est un plat lyonnais de ma région, un petit peu. Nous, on fait le canard au sang depuis 40 ans, vous voyez, parce que c'est aussi une de nos spécialités. Donc on a plusieurs plats qui restent les plats signatures de la maison. Et bien sûr, à côté de ça, il y a les plats plus modernes qu'on peut faire maintenant. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez une cuisine très classique. C'est d'abord une cuisine de produits. Mais vous n'êtes pas classique, vous, parce que vous êtes d'abord un collectionneur et ensuite, vous avez quand même lancé la bistronomie, la mode un peu de la bistronomie. Oui, parce que j'ai été le premier, disons entre guillemets, le premier chef à Paris étoilé à ouvrir un bistrot il y a plus de 30 ans, qui s'appelle le bistrot d'à côté, qui est à côté du restaurant.
Parce que moi, j'aime beaucoup justement d'adapter notre gastronomie, enfin notre qualité de cuisine à des budgets un peu plus réduits et aussi à une ambiance différente. Mais le bistrot, c'est un endroit où on rigole, où on parle fort, Voilà, c'est ça, c'est le bistrot des copains. Alors justement, vous avez repris la carte entièrement d'un grand bistrot, celui du Train Bleu. Alors ça, c'est pas un bistrot, c'est un buffet de gare. C'est un buffet de gare. C'est un buffet de gare. La SNCF, depuis quelque temps, s'est mis en tête de rénover un peu cet esprit buffet de gare. Et c'est un grand plaisir de rénover cette carte et d'adapter notre cuisine, sachant qu'il faut aller très vite aussi. On sert aussi un menu en 20 minutes. Parce qu'il y a des clients qui viennent là pour le décor, d'autres pour les hommes d'affaires, mais il y a des gens qui prennent le train. Donc il faut être très efficace et très réceptif à leur demande. On l'avait dit aussi, Michel, votre famille est très importante. Votre épouse travaille avec vous, vos filles sont là. Qu'est-ce que, notamment à vos filles, qu'est-ce que vous leur transmettez avec le recul? Qu'est-ce qui est important dans ce métier? Disons que ce qu'il faut transmettre, c'est l'art du bien vivre, je crois. Ça, c'est important, qu'on est là pour donner du plaisir à nos clients, hein, d'avoir la qualité des produits, ça, c'est important aussi. Le goût est un des qualités qu'il faut avoir chez nous, parce que c'est bien le goût de la décoration, le goût de recevoir, le goût de bien faire la cuisine, tous les goûts, quoi. Ça c'est important, c'est l'essence de notre métier. Le goût des belles choses. Le goût des belles choses aussi, ça fait partie, voilà. Le goût, c'est subjectif, ça veut dire plein de choses. Merci beaucoup, Michel. Voilà, je vous en prie. Que ce soit au travers des pas de danse ou des rythmes musicaux endiablés, le jazz est partout dans la capitale, découverte. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et swingé au rythme du jazz à Paris. Pour débuter cette balade, que diriez-vous d'éduquer un peu vos oreilles au jazz? À l'American School of Modern Music, on y enseigne les musiques actuelles et surtout le jazz. Contrebasse, basse, guitare, batterie, chant ou piano, depuis 1982, cette académie forme des professionnels et amateurs au jazz. Mais avant de jouer un instrument, il faut d'abord comprendre la musique et surtout ce qu'est le jazz. C'est une musique qui existe depuis plus de 100 ans. Ça a traversé des courants à toutes les époques qui incluent tellement de musique que nous, aujourd'hui, on ne considère plus le jazz comme un style de musique, mais plus comme une façon de penser la musique et comme un langage qu'on essaie de transmettre à nos étudiants. C'est une façon d'analyser, de comprendre, d'improviser et d'essayer de décortiquer, en fait. Au programme aujourd'hui, enseignement groupé pour former le jazz band qui jouera ensemble toute l'année. Leur professeur James Bobbins, un bassiste et contrebassiste new-yorkais, nous a même donné la clé du succès. En jazz, il faut toujours suivre la mélodie et celui qui la dicte, c'est le chanteur. Le summer kisses. Maintenant que la mélodie n'a plus aucun secret pour vous, pourquoi ne pas essayer quelques pas de danse? Niché dans l'emblématique quartier latin dans le 5e arrondissement de Paris, le caveau de la Huchette n'est plus tout jeune. Son histoire remonte à 1555. D'abord lieu de rendez-vous des Templiers, le caveau est devenu temple de jazz en 1946. Et il porte le nom de caveau de la Huchette car l'endroit rassemble les caves du 5 et 7 de la rue de la Huchette. Venu d'outre-Atlantique, le jazz envahit les caves de Saint-Germain-des-Prés pour ne plus en partir. Chaque soir, un groupe de jazz vient faire danser et fredonner les habitués et les curieux. Ce soir, c'est le groupe Panama Swing qui performe et fait résonner les murs de leur jazz aux inspirations des années 30. Si vous êtes plutôt timide et que vous préférez battre la mesure dans votre salon, on vous emmène chez le seul disquaire de Paris spécialisé dans le jazz. La devanture bleue du Paris Jazz Corner fait résonner les murs au rythme du jazz, du blues et de la soul depuis 1991. Collectionneurs ou profanes viennent s'approvisionner en Miles Davis, Etta James, Monk et autres pontes du jazz. Et si vous êtes perdu parmi les milliers de 33 tours, 45 tours et même CD, Maxime Hubert est là pour vous conseiller.
Moi, je demande souvent à une personne qui a rien ou qui ne connaît pas, quel est l'instrument que vous préférez. Et suivant l'instrument, je conseille un très bon disque. Être disquaire ne s'improvise pas. Cela demande une grande connaissance et beaucoup d'heures d'écoute, ce qui n'est pas désagréable. Il faut être passionné pour faire ça. C'est vaste, il faut pour connaître bien des années d'écoute, de lecture. Puis on en apprend tous les jours. Tous les jours, je découvre des disques que j'ai jamais vus. Pour obtenir des collections aussi vastes, Maxime écume les brocantes, rachète des collections complètes et parfois tombe sur des pépites. Ça, c'est une édition américaine. Ça, c'est un des premiers vinyles. Grâce à ces 3 adresses, vous pouvez désormais danser jusqu'au bout de la nuit, perfectionner votre mélodie et connaître le répertoire de Miles Davis par cœur. Quand Prune a un coup de cœur pour un tissu ou un imprimé, elle le transforme en jupe, mini, midi ou maxi, de quoi faire tourner la tête. Des longues, des plissées, des courtes. Oui, vous êtes bien au paradis de la jupe. Ce sont les petites jupes de Prune. Et Prune, c'est elle. Toute petite, elle avait déjà un goût pour les vêtements. J'avais plus une capacité d'achat. Je pense que j'ai traîné ma mère dans toutes les boutiques des 5 ans, à son plus grand désespoir. Donc j'ai toujours adoré le vêtement, la matière, les imprimés. La couture est venue plus tard. Après le bac, je dessinais un petit peu. Et un jour, j'ai fait un stage dans une grande maison et je me suis dit, tiens, je pense que c'est ça que je veux faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Après des études en stylisme, Prune devient freelance pour un bureau de tendance. Mais au cours d'une soirée, une idée vient la chatouiller. Un apéro bien arrosé. Voilà, une discussion super animée avec un copain et je me dis, mais attends, il y a un produit que j'ai fait dans ma collection de fin d'année, que toutes mes copines voulaient. C'était une jupe plissée. Tout le monde m'en a demandé. J'étais là, non, j'ai plus envie d'en faire. En fait, s'il y a des gens qui en veulent, peut-être que tu peux en faire une marque. Et quelques rosées plus tard, j'étais là, ça pourrait s'appeler les petites jupes de Prune. Et l'idée est née comme ça. J'ai commandé les étiquettes le lendemain. Et c'était parti. Et c'est comme ça qu'avec 450 € en poche, Prune se lance avec pour seule obsession la jupe. Ouais, la semaine d'après, j'étais en train de faire tous les marchés, acheter des coupons à tester. Je suis partie avec 2 modèles de jupes que j'avais déclinés dans peut-être 30 matières. Il y avait un exemplaire ou 2 exemplaires à chaque fois. À l'époque, il y avait 2 tailles. J'ai commencé en fait en vendant dans des bars. À des copines, en soirée Tupperware, arriver avec ma valise chez une copine de copine et aller dire « Tiens, tu veux une jupe ?» Demandé comme ça, difficile de résister. Prune dessine ses 2 modèles, les fait coudre par des ateliers et très vite, les gambettes des demoiselles s'arrachent ses petites jupes. En 6 ans, la marque pousse à vue d'œil. Elle recrute Cynthia et Clémentine pour la production et la communication. Dans le ventre de la bête, ou alors le ventre de mes achats compulsifs. Donc là, c'est là où on a tous les tissus, les patronages, où on stocke les collections à venir et quelques restes de collections passées, parce que les opportunités de tissus, il ne faut pas attendre le moment où tu en as besoin, il faut stocker. Ça justifie ma compulsivité d'achat. Oui, parce que vous ne l'aviez peut-être pas encore remarqué, mais Prune est une amoureuse des tissus et des matières. En général, j'arrive dans un magasin de tissus, je fais une petite syncope, j'achète trop de trucs, et ensuite on se pose, on regarde et on décide ce qu'on en fait. Et c'est comme ça qu'un produit naît. Et en effet, une matière, même si parfois c'est évident, il y en a une, ça va être une plissée ou voilà, le jeu de l'équipe, c'est quand même de se dire sur quoi tu paries, on le fait comment et qui gagne. Prune chine tous ses tissus à Paris, elle est donc dépendante de ses trouvailles pour ses créations.
On en fait 2, on en fait 50, on en fait 10. Vraiment en moyenne, je pense qu'on en fait 30-40. Mais si on a un coup de cœur, je sais que ce tissu-là, on a trouvé, je crois, à 5 mètres. On a fait 10 jupes. Elles sont parties en 2 jours. Ça crée des frustrations, celles qui disaient je l'achèterais pour mon anniversaire. Mais bon, un mois après, on aura une trentaine de nouveaux modèles sur le site. La jeune femme a fait le choix du 100% Made in Paris. Chaque petite jupe est entièrement assemblée dans la capitale à partir des modèles que Prune a imaginés. Bref, tout est réuni pour craquer sur une petite jupe, la conscience légère. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!